Épicure est un des grands philosophes grecs. Après Alexandre le Grand en 323 avant Jésus-Christ, il s'intéresse aussi beaucoup à la physique et aux mathématiques. Épicure est né en environ 341 avant Jésus-Christ, 7 ans après la mort de Platon, et a grandi dans la colonie athénienne de Samos, qui est une île dans la mer Méditerranée. Il avait environ 19 ans quand Aristote est mort, et il a étudié la philosophie sous les disciples de Démocrite et de Platon. Épicure a fondé ses premières écoles philosophiques à Mytilène, Lampsacus, avant de déménager à Athènes vers 306 avant Jésus-Christ. Là, Épicure a fondé le Jardin, une combinaison de communautés philosophiques et d'écoles. Les habitants du Jardin ont mis les enseignements d'Épicure en pratique. Épicure est mort de calculs rénaux d'environ 271 ou 270 avant Jésus-Christ. Après sa mort, l'épicurisme a continué à s'épanouir en tant que mouvement philosophique. Des communautés d'épicuriens ont surgi dans le monde hellénistique. Après le stoïcisme, c'était l'une des écoles philosophiques majeures en compétition pour différentes communautés de personnes. L'épicurisme est entré en déclin avec la montée du christianisme. Certains aspects de la pensée d'Épicure ont été relancés pendant la Renaissance et les premières périodes modernes. Lorsque la réaction contre le néo-aristotelianisme scolastique a poussé les penseurs à se tourner vers les explications mécanistes des phénomènes naturels. Épicure est l'un des premiers philosophes à présenter une théorie de l'identité. Dans les visions modernes de la théorie de l'identité, l'esprit est identifié au cerveau et les processus mentaux sont identifiés avec les processus neuronaux. La physiologie d'Épicure est tout à fait différente. L'esprit est identifié comme un organe qui réside dans la poitrine, puisque la vue grecque commune était que la poitrine et non la tête est le siège des émotions. Cependant, l'idée sous-jacente est assez similaire. Le point principal que Épicure veut établir est que l'esprit est quelque chose de corporel. L'esprit doit être un corps, pense Épicure, en raison de sa capacité à interagir avec le corps. L'esprit est affecté par le corps comme la vision, l'ivrognerie et la maladie. De même, l'esprit affecte le corps, car notre capacité de déplacer nos membres lorsque nous voulons et les effets physiologiques de ces états émotionnels sont montrés. Seuls les corps peuvent interagir avec d'autres corps, de sorte que l'esprit doit être un corps. Épicure dit que l'esprit ne peut pas être quelque chose incorporé, comme le croit Platon, car le seul n'est pas un corps et nul, qui est simplement un espace vide qui ne peut pas agir ou être mis en pratique. L'esprit est donc un organe dans le corps, et les processus mentaux sont identifiés avec les processus atomiques. L'esprit est composé de 4 différents types de particules: le feu, l'air, le vent, sans nom qui dépasse les autres particules dans sa finesse. Bien que Épicure oublie les détails, certaines caractéristiques de l'esprit sont prises en compte en fonction des caractéristiques de ses atomes. Par exemple, l'esprit peut être déplacé ou par impact d'une image, en raison de la petitesse des particules qui composent l'esprit. L'esprit propre, qui est simplement responsable de la sensation et de la pensée, est situé dans la poitrine. Mais Épicure pense qu'il y a aussi un esprit répandu dans le reste du corps, ce qui permet à l'esprit de communiquer avec le reste du corps. L'esprit
et l'esprit et le corps jouent des rôles très semblables à ceux des systèmes nerveux principaux dans le corps et périphériques dans la théorie moderne. Un résultat important de la philosophie de l'esprit d'Épicure est que la mort est anéantissante. L'esprit est capable de s'engager dans des mouvements de la sensation et de la pensée seulement lorsqu'il est logé dans le corps et les atomes qui le composent sont correctement arrangés. Après la mort, Épicure pense que le conteneur du corps se brise et les atomes se dispersent dans l'air. Les atomes sont éternels, mais l'esprit constitué de ces atomes n'est pas de même. Les atomes n'est pas de même que d'autres corps composés cessent d'exister lorsque les atomes qui les composent se dispersent. Diogène. Diogène est le plus illustré des philosophes cyniques. La plupart des histoires de sa vie se passent à Athènes, et certains des plus célèbres de ces lieux, Alexandre le Grand et même Platon. On voudrait bien savoir si Diogène a laissé des traces écrites de sa vie, s'il a fait des textes. Ces textes ont depuis été perdus. Dans son mouvement cynique, le vivre et l'écriture sont composantes de la pratique éthique, mais Diogène ressemble beaucoup à Socrate ou même à Platon dans ses sentiments concernant la supériorité de l'interaction verbale directe sur le conte écrit. On a beaucoup de mal à déterminer les événements exacts qui composent la vie de Diogène. Il était un citoyen de Sinope qui a fui ou été exilé à cause d'un problème d'argent. L'imprudence de la monnaie sino-thaïlandaise est un événement sur lequel il y a de la certitude. Dioclès raconte que Diogène est allé en exil parce que son père a été chargé de l'argent de l'État et a falsifié de la monnaie. Mais un autre dit que Diogène lui-même a fait cela et a dû quitter son foyer avec son père. Cet acte-là a mené au déménagement de Diogène à la ville d'Athènes. La biographie de Diogène devient très descriptive. Une fois à Athènes, Diogène a pris un pitos, ou une jarre en grec, pour habiter dedans. Il est rapporté que Diogène avait écrit à quelqu'un pour essayer de lui procurer un chalet. Quand cet homme en a été longtemps, il a pris pour sa demeure cette jarre dans le métro, comme il l'explique lui-même dans ses lettres. Apparemment, Diogène a découvert qu'il n'avait pas besoin d'un abri conventionnel ou de toute autre gourmandise pour avoir regardé une souris. La leçon enseignée par la souris est ce qu'il est capable de s'adapter à toutes circonstances. Cette adaptabilité est l'origine de la légendaire ascésis de Diogène ou de la formation. Un autre épisode important, bien que possiblement inventé dans la vie de Diogène, se centre autour de son avertissement à Corinthe, après avoir été capturé par des pirates. Lorsqu'on lui demande ce qu'il pouvait faire, il a répondu « gouverner des hommes », ce qui est précisément ce qu'il a fait une fois acheté Zéniades. Il était chargé des fils de Zéniades qui ont appris à suivre son exemple ascétique. Une histoire raconte la libération de Diogène après être devenu un membre chéri de la maison. Une autre prétend que Zéniades l'a libéré immédiatement. Un autre maintient qu'il vieillit et qu'il est mort à la maison de Zéniades à Corinthe. Que soit la version vraie, le but est le même, que Diogène l'esclave est plus libre que son maître.
Beaucoup de personnes suggèrent qu'il ait vécu jusqu'à 90 ans, et il est très probable que Diogène soit mort de vieillesse. Platon dit que Socrate est devenu un fou en parlant de Diogène. Certains savants ont compris que Diogène est une version extrême de la sagesse socratique, offrant un moment fascinant, si brut dans l'histoire de la pensée ancienne, ne doit pas être confondu avec les affaires sérieuses de la philosophie. Le sentiment d'égarement de Diogène est mieux compris dans le contexte du cynisme en général. Un principe directeur est que si un acte n'est pas honteux en privé, ce même acte n'est pas honteux en étant exécuté en public. Par exemple, il était contraire à la convention athénienne de manger sur le marché, et pourtant il mangeait. Comme il l'a expliqué lorsqu'il a reproché, il était sur le marché qu'il avait faim. Le plus scandaleux de ces sortes d'activités implique son comportement indécent sur le marché auquel il a répondu, qu'il a souhaité qu'il soit aussi facile de soulager la faim en frottant son estomac. Dans des fragments philosophiques, la raison a clairement joué un rôle. Il y a un rapport selon lequel Diogène continuerait à dire, pour le reste de la vie, que nous avons besoin d'une raison ou un droit. Diogène dit que chaque individu doit permettre à la raison de guider sa conduite, ou comme un animal, elle devra être dirigée par une laisse. La raison guide loin des erreurs, vers la meilleure façon de le vivre, la vie. Diogène ne méprise donc pas la connaissance en tant que telle, mais méprise les prétentions à la connaissance qui ne servent à rien. Le talent de Diogène est de subvertir le pouvoir politique, car il peut inciter des lecteurs à considérer sa position comme simplement négative. Ce serait cependant une erreur. Pour qu'un être humain soit conforme à la nature, il est rationnel, car il est dans la nature d'un être humain d'agir en accord avec la raison. Diogène a du mal à trouver de tels humains et exprime ses sentiments à propos de sa difficulté. Par exemple, il aurait allumé une lampe en plein jour et déclaré « Je cherche un humain ». Pour les cyniques, la vie conforme à la raison est vécue en accord avec la nature, et donc la vie en accord avec la raison est plus grande que les limites de la convention, et donc la vie en accord avec la raison est plus grande que les limites de la convention et de la politesse. En outre, les cyniques affirment qu'une telle vie est la vie qui vaut la peine d'être vécue.